L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille. Suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir et bienvenue à, comment dirais-je, notre 6e émission déjà, en plein dans le temps des fêtes. C'est pour ça que j'ai arboré mon chandail un tricot là. Non, mais c'est un ugly. Mais il est pas si ugly que ça. Il est passable. Clairement que tu t'en vas à un échange de cadeaux cet après-midi, là, si tu portes ça, là. Ok, t'es vraiment gentil. Vraiment diplomate. D'ailleurs, ça met la table pour parler de mon nouvel invité que j'ai un grand respect, qui a énormément de chapeaux. On va pouvoir en discuter ensemble. Alex Agagnard, comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Merci d'être là avec nous. On s'est connus à l'époque des Carabins. Ouais. Donc Tu jouais joueur de ligne offensive. Ouais, non, c'est ça. On en parlait ça. J'étais un joueur de foot, le vrai foot. Le foot sans équipement. Et moi, j'étais avec équipement. Football avec équipement. Mais justement, il faut que je te raconte un peu une anecdote. Je vous ai toujours un peu... Je vous aimais, mais je vous ai toujours un peu détesté, les joueurs de football. Parce que quand j'avais mon manteau carabin, là, le fameux manteau bleu, là, ouais. Tu vois, que comme t'as aujourd'hui, tu l'as pour toute la vie, là. À chaque fois que j'allais dans les cours, tu voyais vraiment, genre tout le monde aimait l'équipe de football américain des Carabins, là. Puis les filles, les demoiselles, certains professeurs me regardaient et me disaient « Ah, tu joues au football? » Là, je dis « Ouais. » Quelle position? Attaquant. La déception dans leur visage. La déception, mon gars. Quand je disais non, mais tu sais, je suis dans l'autre équipe. Ah, mais les Carabins, c'est pas juste le football, oui, mais il y a d'autres. Bref. Ouais, ben, je comprends. Regarde, j'ai pas vécu ça, mais c'est vrai que. Tu sais, le football, tu sais, comme, c'est un univers, puis c'est sûr que c'est comme un peu le moteur publicitaire un peu des Carabins, mais entre sport, il y a tellement de sport chez les Carabins. C'était un bel esprit d'équipe, c'était cool. C'est des belles années quand même, les années universitaires. 100%. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler parce que tu es maintenant un entrepreneur, donc tu entreprends beaucoup de trucs, animateur, producteur aussi. Ouais. Vraiment une étoile montante. Et on voulait un petit peu, comment dirais-je, voir un peu comment ça a commencé tout ça, justement. Je pense que c'est beaucoup le sport qui t'a amené dans cette direction-là. Mais je sais que tu viens de Québec. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Comment ça a commencé tout ça? Ben ouais, mais je pourrais me présenter. Moi, c'est Alexandre, je viens de Québec. J'ai 29 ans. Puis ben ça, je porte plusieurs chapeaux aujourd'hui des fois réalisateur, analyste des matchs des Alouettes au 98.5 à la radio. Je suis copropriétaire d'une auberge. Je fais plusieurs trucs. Puis ben ce qui m'a amené à Montréal, c'était l'attrait, je pense, d'étudier en administration, faire mon bac à HEC en administration, jouer au foot pour l'Université de Montréal. Puis ceux qui sont familiers avec le football universitaire, il y a une certaine rivalité. En fait, dans tous les sports universitaires, il y a une certaine rivalité entre le Rouge et Or Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Puis moi, de quitter Québec pour venir jouer pour les Carabins, j'étais un peu un traître envers ma patrie et ça le fait. J'étais la cible de plusieurs moqueries auprès de mes amis parce que les méchants Carabins. Puis finalement, quand on a gagné le championnat canadien en 2014, c'était rira bien qui rira le dernier. Mais attends, anecdote, à ma première année universitaire, mes deux colocs, c'était des fans finis du Rouge et Or. Donc, quand le Rouge et Or venait jouer au CEPSA, Université de Montréal, il y a une autre chum de Québec, il arrivait la veille, puis ben, ils hébergeaient. Fait que là, il me laissait l'appartement tout seul, fait que là, il sortait en ville. Mais là, je rentre de mes cours le vendredi, il y a des chandails Rouge et Or partout dans mon appartement. Il y a un gros doigt number one planté en plein milieu de la cuisine. Je l'ai mis à côté de ma toilette, puis j'ai mis un rouleau de papier de toilette dessus. Puis cette journée-là, on a gagné contre le Rouge et Or et je reviens et là je nargue un peu mes amis puis il y a un de mes chums qui dit Lag, s'il te plaît, comme écoutez, garde ça relax, garde ça discret. Il y en a que ça fait vraiment. Il y en a qui sont vraiment irrités que le Rouge et Or ait perdu. Je sais quoi? Vous me narguez tout le temps? Voilà. Parce que t'es originaire de Québec, mais ouais. Avant de rentrer un peu dans le football, je veux dire, puis t'es venu ici pour justement étudier en administration, en business. Est-ce que c'était toujours quelque chose que tu voulais faire? Est-ce que
plus jeune, dès le secondaire, tu t'es dit, OK, moi, c'est en business que je vais aller, ou comment ça a commencé tout ça? Ben, je trouvais qu'à HEC, l'administration, c'est assez vague aussi, là, pour ceux qui veulent l'étudier en, tu sais, une business, c'est quoi, tu sais. Puis il faut comprendre que HEC Montréal, finalement, c'est comme l'école d'administration du campus de l'Université de Montréal, qui possède, bon, l'UDM, Polytechnique pour les génies, puis HEC pour l'administration. Puis c'est une école où finalement, au quotidien, tu croises juste des personnes en administration, parce que c'est un bâtiment à part, c'est comme un registrariat à part aussi. Puis HEC, c'est vraiment des beaux locaux. J'avais entendu beaucoup de bien. Je suis comme, OK, mais je trouvais que la combinaison business-football était intéressante. Puis ça m'a pris 1 an avant de vraiment peut-être trouver ce que je voulais faire. Puis finalement, j'ai choisi d'aller en profil d'entrepreneuriat. Où mon projet d'entreprise, c'était de monter une compagnie d'événementiel orientée team building. C'était comme ça, puis j'ai beaucoup appris à travers ça. Mais je te dirais que là où j'ai le plus appris à l'université, c'est en dehors des cours. Dans la vie parascolaire, les assos étudiantes, l'implication communautaire avec les carabins. Ça m'a vraiment donné des réelles connexions, un beau réseau de contacts, puis j'ai appris beaucoup. Et puis, mais quand tu étais, on va dire, au cégep, est-ce que tu t'étais déjà dit un jour que tu veux te lancer en business? Ou c'est vraiment venu plus tard? Go with the flow. Mais tu sais, j'ai tout le temps été impliqué autour de moi. Les assos étudiantes, les comités sportifs. À un moment donné, au cégep, il y avait une activité qui s'appelait la nuit sportive, donc de 11h le soir à 5h du matin, le complexe sportif était dédié à juste des activités. Puis moi, je m'étais intégré là-dedans, puis j'avais animé, puis on avait fait un jeu avec des fantômes, puis les gens devaient récolter des pierres d'énergie. Puis ça, c'est mon background un peu canjo. Fait que j'ai tout le temps aimé rassembler les gens autour de moi. T'es un ancien président d'école, hein? J'ai perdu les élections. Hey, ça, c'est dur, ça que... au secondaire, les élections au séminaire Saint-François à Québec, c'était une grosse affaire, puis un débat sur l'heure du midi, puis là, tout le monde crie, puis c'était un gros coup pour l'orgueil de perdre les élections au profit de mes meilleurs chums qui se trouvaient dans l'autre partie électorale. Je comprends. Ben, je peux pas voir comme ça. Moi, je les ai gagnés, mes élections. Mais tu sais, il y a une chose que j'ai appris, j'ai retenu mes élections, c'est que je me souviens qu'à un moment donné, on faisait le débat, puis là, nous, on avait comme projet d'acheter une machine à fumer, faire une entrée des joueurs. Puis il y a quelqu'un qui a dit non, on a testé une machine à fumer, là, on l'a essayé chez nous, ça marche, blabla. Puis après les élections, j'ai demandé à mes amis, tu sais, mes bons amis à qui je joue au foot puis au basket, j'ai dit, les gars, aviez-vous vraiment testé une machine à fumer chez vous? Ils ont dit non. Puis ça m'a fait mal, là. Ça m'a comme. Puis j'ai réalisé une affaire, c'est que peu importe si tu as menti ou pas, si ça te permet de gagner, les gens vont se souvenir que tu as gagné. Puis un parallèle, je trouve, même dans le sport, que, tu sais, mettons au football, comme joueur de ligne offensive, tu peux pas agripper le chandail de quelqu'un. Si je suis joueur de ligne, puis je prends le gars devant moi, puis il veut s'en aller, puis l'arbitre voit que je le retiens par le chandail, puis son chandail s'étire, il va tirer son mouchoir, il va appeler une pénalité. Mais si je le prends, puis personne voit que je l'ai retenu, puis qu'on permet de faire un toucher, puis je gagne un championnat, il y a comme cette limite-là de comme... Ça devient un peu le côté malin du sport d'une certaine manière là. Bon, justement, on est dans le malheureusement le décès de Diego Maradona, qui a marqué un but à la fin de la journée. Il a marqué un but avec sa main. Tu vois ce que je veux dire? Et on appelait ça la main de Dieu. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Donc, tu sais, des fois dans le sport, c'est le côté un petit peu malicieux du sport, mais puis de la compétition finalement, tu sais, voilà. On the edge, qu'on peut dire, des fois, de ce qui est légal ou pas. Fait que les élections de mon école m'ont appris au moins ça. J'ai pas été président de l'école, finalement. Mais, bon, de toute manière, tu t'es repris plus tard. Je veux dire, ça t'a grandement aidé. Donc, t'es arrivé à l'Université de Montréal. Tu commences tes études. Tu joues pour les Carabins. Comment c'est, comme, pour les gens qui sont fans, c'est une chose, mais comment c'est, genre, de vivre un peu cette expérience qui se rapporte ou qui se rapproche beaucoup de ce que tu peux connaître au niveau américain, au niveau sportif? Là. Honnêtement, je me souviens, le premier match, on se joue un vendredi soir. C'était un coucher de soleil hallucinant. Le stade est plein à craquer, 5100 personnes. Puis là, moi, c'est mon premier match universitaire. Puis je regarde mon casque. Puis je suis habillé en bleu maintenant. Au secondaire, j'étais en rouge. Au cégep, j'étais au cégep Garneau en vert. Et puis à l'université, j'étais habillé en bleu. Puis là, tu mets ton casque, puis t'as une fierté, puis t'as une adrénaline, puis t'as un courant électrique. Puis il y avait une formation de big guys, là, de gros bonhommes. Puis c'est la seule formation sur laquelle j'étais invité à aller sur le terrain. Puis à un moment donné, il l'appelle. Cours sur le terrain, c'est plus grand que nature. Tu t'installes sur la ligne. Puis mon jeu était épouvantable. Mais
me suis pitché, je me suis lancé vers l'avant de tout mon long. Finalement, je suis rentré au banc, mais c'était une fierté, c'est exceptionnel. C'est vraiment, c'est une chance inouïe que j'ai eue. Puis après ça, tu grandis avec les années. Puis mon rôle, moi, dans cette équipe de football-là que je me suis donné, c'était souvent d'intégrer les nouveaux. OK. Pour moi, c'est important quand... Tu sais, il y a une mentalité un peu dans le sport, peut-être même dans les organisations plus traditionnelles, de faire la vie difficile aux nouveaux, de les tester. Ouais. Puis moi, j'ai tout le temps été du genre de d'accueillir les nouveaux à bras ouverts, c'est le cas de le dire, je fais des câlins, ou de m'intéresser aux gens autour de moi. Puis c'était naturel chez moi, mais j'ai vraiment compris les réels bénéfices. Tu sais, après quelques temps, quand les gens disaient, moi, by the way, Alex, t'es la première personne qui m'a dit salut quand je suis arrivé ici. Puis ça me faisait vraiment un grand plaisir, finalement, d'avoir ce rôle-là, puis de faire sentir les gens bien, parce que moi-même, tu sais, quand t'arrives dans un groupe, mettons un nouveau groupe. T'arrives dans un événement, OK? Puis là, tu connais personne. Je vais prendre un exemple récent. Une fille qui s'appelle Alexandra Stellini, qui a gagné Occupation Double. Elle me dit qu'une soirée, son amie dit, hey, on s'en va, on s'en va à une soirée réseautage, puis elle dit, ça me tente pas. Puis son amie était vraiment fâchée, elle dit, je vais connaître personne, là. Puis elle s'est pointée à cette soirée-là, et à la porte, il y avait un gars qui s'appelle Alex Kenna, là, qui a dit, il était tellement gentil, il m'a parlé, puis c'est là finalement que tu as parlé que le Norbert, l'auberge, était disponible, mon auberge, puis c'est là, dans ce contexte-là que moi je l'ai rencontré par la suite. Mais quand tu arrives à un endroit, tu te souviens de la personne qui te fait sentir bien, puis qui va t'introduire aux autres. Puis ça, c'est une grosse partie pour moi de mon branding de rassembleur. Ben justement, puis on va tourner un peu autour de ça, mais comme tu as pu vivre ces années-là, tu as vécu cette rivalité-là. Je veux vraiment faire le plan sportif, ton côté sportif, et ensuite on va rentrer dans le côté entrepreneurial. Donc, tu as pu justement avoir quelques tristesses, avec quelques bonheurs, mais ça a accumulé, c'est arrivé en 2014 où vous donnez la première Coupe Vanier à l'Université de Montréal. Est-ce que tu peux peut-être parler de ça? Il faut comprendre qu'en 2011, les Carabins ne renouvellent, à la fin de la saison 2010, les Carabins de l'Université de Montréal ne renouvellent pas le contrat de leur entraîneur-chef, ce qui laisse la place à rentrer un entraîneur qui s'appelle Danny Machocha, qui avait déjà gagné 2 Coupes Grey en 2005 et 2008 avec les Eskimos d'Edmonton dans les Canadiens de football. Danny devient entraîneur-chef. Moi, c'est ma première saison. J'ai accès à Danny Machocha et toutes ses connaissances. Finalement, rendu à ma 4e saison universitaire, on finit par battre le Rougeur en finale québécoise sur son terrain, à la Coupe Dunsmore, de jouer une demi-finale canadienne chez nous et finalement d'accéder à la finale canadienne, la 50e édition de la Coupe Vanier, qui pour la première fois se tenait à Montréal. C'était jamais tenu à Montréal avant. Fait que devant 23 000 personnes, on est allé gagner un match in extremis en gagnant par 1 point, en bloquant un botté de l'autre équipe à la fin. Puis de se retrouver dans ta propre ville, au milieu d'un stade, de soulever une coupe, tu te sens le maître du monde. Et vient avec ça, c'est sûr, une tournée médiatique, une certaine visibilité, puis de comprendre que tu deviens sur une personnalité publique l'instant de quelques semaines, puis tout ce que tu fais, finalement, t'es imputable. Comme pour moi, tu es un joueur de foot et tu représentes ton équipe sur le terrain comme tu le représentes en dehors du terrain. Puis ça vaut pour tout genre dans la vie. Tu représentes ta famille, tu représentes tes collègues, peu importe où tu vas. Fait que le sport universitaire a été vraiment un bel apprentissage. Puis ça m'a permis, je me suis fait repêcher contre toute attente. Justement, ça a quand même bien fonctionné pour toi. T'es un des... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'élus, peu d'appelés, là, d'une certaine manière. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, si je veux dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Et là, justement, tu t'es fait repêcher à Ottawa, pas trop loin. Ouais, à Ottawa, j'étais vraiment... bonne recherche. Je me suis fait repêcher, j'ai fait mon camp, un camp professionnel, puis c'était contre toute attente. Je m'attendais pas du tout à me faire repêcher. OK, c'était pas dans mes plans, c'était pas dans... Même Danny, avec son accent anglophone, il disait « Hey, Lag, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Genre, aller jouer au professionnel, comme tu peux faire plein d'affaires. Comme t'as pas juste du football dans la vie. » Puis ça m'a même moi-même surpris d'être repêché. J'avais 2 semaines pour me remettre en forme. Puis j'ai fait un camp professionnel. Puis c'était une épreuve très, très difficile mentalement. Puis finalement, j'ai fait l'équipe de pratique avec une espèce d'entente que je reviendrai l'année suivante pour me réessayer. Je retournerai au moins sur les bancs universitaires, ma dernière année universitaire après mon camp pro. Puis finalement, honnêtement, au fond de moi, j'avais pas la flamme ou la volonté ou l'énergie pour m'entraîner assez pour devenir partant dans cette ligue-là, combiné à une déchirure du genou. Le football professionnel, finalement, c'était pas pour moi. Puis ça en est suivi une espèce de remise en forme, une perte de poids. Je pensais de 320 livres à 240. J'ai pris de la masse un peu, là.
Mais fait que le football aurait été un grand apprentissage, mais ça a arrêté à l'université. Mais est-ce que c'est le fait, justement, parce que justement, on va parler de ton entreprise par la suite dans les rassemblements. Ouais. Est-ce que c'est le fait que il y a l'aspect, puis il y a plusieurs joueurs de football que j'ai entendu parler de ça, parce que tu es au football, puis le soccer, ça marche différemment. Là, je veux dire, puis au football, je pense qu'il y a un esprit différent quand tu es au niveau universitaire, puis quand tu passes au niveau professionnel, qui est complètement autre chose. Tellement. Est-ce que c'est un peu ça, toi, qui est une personne qui a toujours reconnu d'en mettre l'humain avant tout, qui a peut-être joué au fond réellement? Ben, c'est un bon point parce que faut comprendre qu'au niveau professionnel, c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Ça va être le meilleur joueur s'il respecte l'échelle salariale. Je veux dire, si t'as un joueur qui est bon à 90% puis il coûte, je sais pas, 120 000 pour une Ligue canadienne de football, puis t'as un joueur qui est bon à 70% mais qui coûte 53 000, tu vas peut-être prendre le gars le moins performant un petit peu moins performant parce qu'il coûte genre 2 fois moins Exactement. cher. Puis c'est un emploi. Puis il y a quelque chose de très mécanique et non émotionnel dans, tu sais, comme au niveau universitaire, au niveau scolaire, tu commences une saison sportive, tu le sais, puis ton équipe, c'est ça. Okay, on essaye de gagner, les gars, puis on va gagner, puis on s'entraîne, puis on se réchauffe, puis si toi, tu fais pas, tu embarques lui, puis là, au niveau professionnel, si tu fais pas la job, va-t'en. Genre, il y en a plein des gars qui veulent prendre ta place. Moi, c'est quelque chose, ça a été une réalité qui a été... C'est pas ce que t'aimais du sport, du moins de ce que t'avais connu. Ouais, exact. Puis je pense que le niveau universitaire, sincèrement, c'est le dernier niveau de football tel qu'on le connaît ou qu'on l'imagine ou qu'on le vit dans le sport étudiant en grandissant. Mais, genre, les Ottawa qui finalement ont gagné la Coupe Grey un an, la saison suivante, après que moi j'étais de passage, il y avait vraiment l'air d'avoir un réel esprit d'équipe. Puis, je suppose que ça vient avec le temps aussi quand une certaine stabilité avec les joueurs quand aussi. Une saison progresse, puis quand tu deviens en séries éliminatoires, il y a de moins en moins d'équipes qui survivent, puis toi tu te rends jusqu'au championnat, ben là tu as un bounding, une cohésion d'équipe qui est supplémentaire. Mais bon, donc tu as fait le choix après de dire ok non, c'est pas pour moi, mais vu que c'était pas dans tes plans, est-ce que tu as eu un peu cette remise en question qui est venue te heurter, ou c'était plus un release quand tu as dit ok non, c'est pas pour moi, puis je passe à autre chose? C'était un certain deuil, mais je le savais au fond de moi. Je le savais, je pense que la décision finalement m'appartient, puis ça on peut en parler en long et en large, tu l'as vécu aussi, la transition post-carrière sportive. Oui. C'est difficile, c'est un deuil. Même le Comité olympique canadien a mis quelque chose en place qui s'appelle plan de match pour juste supporter les athlètes dans leur transition de carrière. Parce que c'est un deuil, tu es un cycle, à chaque année de ta vie, tu t'entraînes, tu as des compétitions. Puis j'ai entendu une métaphore qui m'a fort plu, d'un gars qui s'appelle Maxime Boilard, qui a une entreprise qui s'appelle Canyu, qui fait du coaching d'entreprise, c'est un ancien kayakiste olympique. Puis il dit toute ta vie sportive, tu es en quête d'atteindre un objectif. Tu veux atteindre ton objectif, et quand tu termines ton sport, tu te cherches un nouvel objectif. Puis c'est ça aussi le deuil de dire, OK, après quoi est-ce que je cours maintenant? C'est quoi mon environnement? C'est quoi mon écosystème? Puis souvent, l'entourage d'un sportif va mettre une certaine pression. Le parent, je suis déçu que tu continues pas, ou l'entraîneur, tu as tellement de talent, tu devrais continuer. Puis c'est un peu déplorable aussi ces situations-là, mais la décision appartient à l'athlète, puis j'ai pas dire que c'est la bonne décision si c'est celle que l'athlète. Exactement, ça regarde uniquement. Donc là, mais grâce à ça, ça a quand même permis d'avoir certains contacts. Oui. Et si on peut revenir, si on peut changer un peu cet aspect-là, là on a parlé du côté sportif, mais le côté justement des contacts relationnels, qu'est-ce que ça t'a donné, du moins, les Carabins, et ce qui t'a amené justement à lancer ton entreprise et à trouver les opportunités que tu as pu avoir? C'est une bonne question. Puis je pense que tu es comme ça aussi, tu es un gars de relationnel, tu aimes les gens. D'organiser des barbecues pour les différentes équipes sportives des Carabins, ça a permis de rencontrer les filles de volley, les gars de soccer, le monde de golf, les différentes équipes sportives. Puis là, j'ai vu que finalement, en amenant les différents Carabins, différents sports, mettons, à une école primaire ou à l'hôpital Sainte-Justine, ça crée des liens durables entre les personnes. Puis, ça, je savais pas que je plaçais des cartes, finalement, pour mon futur. À l'université, moi, je trouve qu'il y a une valeur à aller prendre une bière. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, j'irai pas
j'irai pas au resto, je vais pas prendre une bière avec eux, là. Il y a juste lui que je connais, les 5 autres personnes, je les connais pas. Moi, je suis, ma vision, c'est, il y a 5 personnes à rencontrer, tu sais, puis ce réseau de contacts-là, tu le sais pas, mais c'est comme, le temps avance, puis finalement, si tu marques les gens positivement, mais ils se souviennent de toi, puis tu te souviens d'eux. Ouais. Puis le nombre de personnes que, je sais pas, telle amie, Mathilde, qui est rendue chez PepsiCo à Toronto, là, Ouais. je savais pas qu'elle deviendrait ça dans Ouais. sa vie, puis elle savait pas qu'est-ce que je deviendrais non plus. Mais on a tellement pris le temps de s'engager, de passer du temps, qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Tu sais. Puis même comment j'ai la job aux Alouettes, au 98.5 pour être analyste des Alouettes. Ouais, parce que tu es malheureusement, il n'y a pas eu de saison cette année. Non, exact. Je l'ai fait une saison en 2019. Mais tu es analyste justement à 98.5 pour les matchs de football. Radio francophone. Puis ça me permet de suivre les Alouettes sur la route. Puis le directeur des sports du 98.5, il m'appelle, il dit « Salut, c'est Michel Tremblay, c'est Alex Lagagnère? » Je dis « Oui. » Je dis « Alex, on s'est déjà serré la main dans tel événement, à tel moment, puis on m'a donné ton nom, je cherche un analyste. » OK. Puis là, j'avais un peu senti le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je connais le football. Tu sais, je suis pas un pro, puis je consomme pas tant de football que ça. Puis il dit « Regarde, moi, je veux quelqu'un qui connaît le foot, moi. Puis surtout quelqu'un qui est agréable, qui est un bon communicateur. Puis ça, je pense que tu l'as. OK. Puis finalement, je me suis retrouvé dans son bureau. Puis j'étais allé dans son bureau, même il disait hey, peut-être je pourrais pas être analyste, mais je pourrais peut-être chroniqueur. Il dit non, moi je cherche vraiment un analyste. Comme, OK. Puis finalement, j'ai été aux côtés de Jean Saint-Onge, qui lui est responsable des sports, le gars des sports, un peu journaliste sportif au Radio-Canada, qui lui-même était analyste du football universitaire quand moi je jouais. J'ai accès à un mentor, mais encore là, ça c'est arrivé parce que je m'étais impliqué auprès des Carabins, quelqu'un avait donné mon nom, lui il me connaissait de tel événement. Fait que d'aller à l'extérieur puis de faire des contacts, pour moi, c'est jamais perdu. Je trouve que c'est un bel investissement. Bon, au fond, on a appliqué le concept du fake it till you make it d'une certaine manière. Oh, regarde, j'en ai plein les exemples. À un moment donné, après ma carrière de foot universitaire, 2 saisons après, j'ai voulu faire des reportages pour TVA Sport. Ouais. Un reportage à la mi-temps d'un match Carabin Rouge et Or. Je l'ai filmé, j'ai passé des entrevues des gars du Rouge et Or, des gars des Carabins, je l'ai monté. J'ai fini le montage durant la nuit à la veille du match. Puis j'ai filmé des images au début du match. J'ai monté ça pendant la première demi. Après ça, je me suis mis en suit. Puis j'étais allé porter mon clip vidéo à la régie. Puis j'ai couru jusque sur le terrain pour être dans l'entrevue. Puis j'étais comme fake it till you make it. J'ai les bandes vidéo de ça, de moi qui chante. Puis je suis comme, c'est quoi ma vie? Je suis pas payé en ce moment. Je vais juste créer des opportunités, puis souvent, comme 2 ans après, c'est comme « Ah ouais, on s'est rencontrés, c'était hot, qu'est-ce que tu avais fait? » Fait que tu sais, je t'en rends compte avec le temps. Donc, ton aspect relationnel t'a vraiment aidé, en fait. Et justement, ça t'a permis de lancer ta première entreprise, qui est les Rassembleurs. Comment ça s'est passé, en fait? Quel était le build-up pour ce rendre jusqu'à là? Ben là, il faut dire que moi, je me brandais comme Alexandre Lagagnère, le Rassembleur. Ouais. Puis, j'ai bâti une entreprise qui s'appelait Les Rassembleurs, avec un associé qui a comme pris ce branding-là. Puis finalement, on a une mésentente. Ben, tu sais, pas une mésentente, à un moment donné, t'évolues. Vous n'avez pas dans la même direction. On n'a pas la même vision d'eux. Puis finalement, on a dû couper les ponts. Puis, tu sais, je suis déçu un peu de la manière qu'on a terminé ça. C'est mon ancien associé et moi. Puis, mais ça se peut là, que 2 bonnes personnes aient des visions différentes, qui ne s'entendent pas. Puis moi, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une grosse remise en question l'hiver dernier. C'est une espèce de deuil professionnel que j'ai vécu. Puis je fais comme, tu sais quoi? Ce mot-là, il me va bien. Puis à un moment donné, j'ai un ami de secondaire qui dit, hey Lag, t'es un rassembleur. C'est toi, là. Tu sais, comme, depuis secondaire 2, là, quand t'avais 13 ans, là, puis que tu faisais des PowerPoint dynamiques pour entertainer les gens en classe, là. Ouais, tu faisais ça. T'as tout le temps été de même. C'est toi qui organisais les sorties au cinéma de notre gang au secondaire qui t'appelait tout le monde. Puis t'as raison. Fait que là, je me suis reparti avec un nouveau branding, un nouveau logo, Rassembleur Production, parti d'une compagnie d'événements en 2020. Grosse idée, hein? Ça a commencé avec le mois d'avril. Je sortais d'une espèce de deuil professionnel. Le mois d'avril, j'ai mis une vidéo en ligne sur le COVID. Ouais, justement, on en parlait, ouais. Puis, j'ai fait un projet qui s'appelait Change d'air dans un ciné-parc. Après ça, j'ai eu l'idée de faire comme une espèce de jeu interactif avec des artistes sur scène et les gens dans leur voiture pouvaient participer avec leur téléphone cellulaire. Puis, ça me fait... Mais attends. Ouais, ça accélère. Une chose à la fois, là. Donc là, tu t'es dit, je me lance en business. Je me suis pas dit ça. En sortant de l'université, j'ai eu une job 9 à 5, super plate dans une institution financière. C'était chez Desjardins. Oui, non, mais honnêtement, c'est rien de mal contre eux, c'est parce que c'était pas pour toi. C'était pas pour moi, mais sur papier, la job était parfaite.
Puis j'ai commencé dans un 9 à 5 et je ne me plaisais pas. Et je pense que les gens voyaient que j'avais un gros potentiel, il fallait me laisser la liberté. Exactement, tu étais dans une cage d'une certaine manière. Mais je me rendais compte aussi que j'avais besoin de mentorat, puis que j'avais pas nécessairement la bonne forme de mentorat. Donc j'ai quitté, à un moment donné, j'étais allé en Afrique 3 semaines voir un ami qui est un ancien du Varrière de Sherbrooke. J'étais allé le voir là-bas. Quand je suis revenu, j'ai dit OK, je lâche ma job. J'avais envoyé un courriel 2 semaines avant à une fille qui travaillait chez Evenco, la maman de, vois-tu, réseautage. Il y a une jeune qu'on est allé voir à l'université qui était malade à l'hôpital Sainte-Justine, elle joue au hockey. On était allé avec des gars de foot et des filles de hockey carabin. La maman de cette jeune fille-là, Catherine, elle travaillait au département alimentaire du groupe Evenco. Okay. Moi, je l'avais relancé 2 ans après. Je disais, hey, est-ce que tu as de la job? Puis elle m'a dit, tu sais, à ce moment-là, chez Desjardins, j'étais payé comme 25$ de l'heure. Ouais. Puis elle me dit, j'ai une job pour toi, ça serait 15 par exemple. Je dis, je peux pas. Puis elle me rappelle, elle dit, regarde, je suis prêt à te l'avoir à 20$ de l'heure. C'était une baisse significative là, de comme 25%, 20%. Ouais. Puis j'ai dit oui. J'ai dit, je pense que c'est le bon move de me retrouver. Puis là, je me suis retrouvé au Centre Bell ou à Oshiaga ou au Francophonie. Okay. Au département alimentaire, finalement, je comptais les bouteilles de Pepsi dans les caisses des concessions alimentaires avant. Puis c'était pas si excitant, mais je me voyais que c'était un pas de plus dans la bonne industrie. Ouais. Fait que, mais pendant que je travaillais chez Desjardins, j'avais toujours continué à organiser des événements sur le côté. M'impliquer à tel événement, telle fondation qui te permet de rencontrer tel gars, puis après ça, qui t'invite, le producteur Simon Cétano du 24 heures de Tremblant, qui disait hey, veux-tu venir nous aider aux 24 heures? Mon ancien associé aussi, on était là pas comme entreprise, mais comme 2 personnes. Fait que tu sais, chaque pas menait dans une direction qui me tentait, puis je mettais du cœur à chacune des étapes. Puis parallèlement à ça, j'avais commencé comme je dors pas beaucoup, moi. J'avais commencé un vlog sur l'événementiel qui m'a permis d'avoir une crédibilité aussi. C'était très cinématique. Fait que les gens, des projets que je m'impliquais, me voyaient aussi sous un autre angle après l'événement. En vidéo. Fait que c'est comme arrivé de fil en aiguille. Puis, j'ai appris à bien m'entourer. J'ai appris... Ça, c'est un gros apprentissage aussi, de comprendre tes forces et tes faiblesses. Ouais. Moi, je suis une personne très, très créative, très charismatique, très enthousiaste. Mais je suis pas un gestionnaire de projet. Ouais. Je suis pas un... C'est pour ça que je m'entoure de personnes plus cartésiennes autour de moi. Puis, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Puis, c'est de trouver les bonnes personnes autour de soi. Puis, 100%. Je pense qu'un même aussi, on aime ça porter plusieurs chapeaux. Ouais. Tu sais, on a plusieurs... des fois, c'est comprendre que ça va être mieux si... Même si je suis capable de le faire... De le déléguer dans certaines situations. Des fois, il faut travailler de plus avoir les mains sur le volant. Ouais, exactement. C'est un apprentissage. Mais c'est ce qui m'a amené finalement aujourd'hui à avoir ça. Rassembleur production, nouveau branding... puis encore là, réseautage, j'ai fait le show au Cinéparc que je rembourse encore finalement, le change d'air qui m'a coûté de l'argent, mais ça, tu sais, tout le monde, l'industrie... je pense que tout le monde a ça. Quand on a un événement ça, on n'avait pas le choix de dépenser de l'argent pour ne pas se faire oublier dans la situation actuelle. Là. Donc c'est... It is what it is. D'ailleurs, je dois te remercier parce qu'à Change d'air, il y a un gars, parmi les invités, il y avait un gars qui s'appelle Adamo qui a gagné OD. Et Adamo, je l'ai rencontré à Patrice Bernier et ses amis le printemps dernier. Là, je me souviens, l'année d'avant, j'avais fait comme un vlog. Ouais. Puis là, l'année passée, j'ai dit, tu sais quoi, je vais dépenser. J'ai payé mon siège, $100, je me suis assis. Puis j'ai rencontré Adamo à ce moment-là. Puis là, j'ai parlé un peu du Norbert de l'auberge, puis là, de mon auberge. Puis là, finalement, je l'ai invité à Change d'air. Puis là, à Change d'air, son gérant, après ça, dit David de Cartel Musique. Ouais. Il dit, hey, moi, je veux produire Adamo dans 2 cinéparcs. Veux-tu coproduire avec moi? Fait que là, ça fait qu'on a fait Adamo au Cinéparc dans les Laurentides, puis à Sherbrooke, à Harford, cet automne. Fait que, tu sais, finalement, ça a bâti un portfolio. Encore là, le relationnel t'a amené là. Ouais. Mais je veux ramener, on va revenir à ça, mais je veux revenir avec le vidéo que t'as fait, qui a tapé 1 million de vues quand même. Sur Facebook. Ouais, exactement. Donc, quelle était l'idée derrière ça? Je sais j'ai participé, là. Ma famille, on a participé d'une certaine manière, mais... Est-ce que tu pensais que ça allait avoir autant de succès quand tu l'as fait? Comme tout le monde, je me cherchais un projet dans le premier confinement. Puis je me disais, j'aimerais ça faire, peut-être, écrire un poème. Puis j'aimerais ça quelque chose de collectif. J'ai fait quelque chose de similaire au lendemain de l'attentat de la mosquée à Québec, il y a plusieurs années. Mm-hmm. J'avais écrit sur les médias sociaux, hey, filmez un peu votre rassemblement, parce qu'il y en avait partout au Québec. Envoyez-moi ça, puis je vais faire une vidéo. Puis ça avait eu comme 80 000 vues sur Facebook. Puis, pour moi, les vues, c'est pas un gage si la vidéo est bonne ou pas, mais ça peut être un indicateur de succès au niveau certainement. De monitorer. Puis, fait que là, le projet était similaire, c'est-à-dire que j'ai écrit sur Facebook, j'ai dit, hey,
J'aimerais ça faire une vidéo collective. Est-ce qu'il y en a qui veulent embarquer? J'ai écrit ça dans un groupe qui s'appelle Pigiste de la vidéo à Montréal. Puis là, tout de suite, il y a un gars qui m'écrit sur courriel par courriel. Il dit hey, moi, je suis pas vidéaste, mais je suis compositeur. Fait que si tu veux une musique, je peux te faire une musique gratuitement. Je suis comme OK. Fait que là, juste, moi, j'avais le leadership, si on veut, Mettre toutes les pièces ensemble. Exact. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'était un grand leadership aussi de ce gars-là, de dire hey, moi, je vais me commettre et je vais faire une vidéo pour lui. Le gars s'appelle Vincent. Puis finalement, là, il m'a fait une vidéo, puis j'ai dit hey, by the way, il m'a fait une musique. J'ai dit quand même que tu me le fais bénévole. Le plus important, c'est le projet. Puis si je pense que la musique que tu fais ne cadre pas avec le projet, je vais te le dire. J'apprendrai pas pour te faire plaisir. Tu sais, je pense. Puis il comprenait. Puis finalement, j'ai fait refaire la musique. Puis on avait quelque chose d'exceptionnel. Les gens m'envoyaient des clips vidéo de partout. J'ai fait un poème là-dessus. J'ai tout fait à la main. Je l'ai monté. J'ai passé comme 1 mois et demi à faire cette vidéo-là. Puis là, je l'ai release au pire moment où tu devrais comme mettre quelque chose en ligne, genre un vendredi 15h. C'est le pire moment. Puis on a quand même parlé à Salut Bonjour le lendemain, on a parlé à l'émission Vlog le dimanche, on a parlé à... Fait que ça a fait de boule de neige, puis aujourd'hui, cette vidéo-là, ben je m'en sers dans mon portfolio. J'envoie un courriel aux gens, je dis by the way, si vous voulez voir un peu de mon énergie, voici. Qu'est-ce que ça donne? Tu peux pas regarder cette vidéo-là et ne pas avoir d'émotion, parce que c'est un beau portrait de la réalité qu'elle était en avril dernier. Je pense que ça marque une certaine époque. Puis encore là, c'est le nombre de fois que ma propre mère me dit « Ouais, les vlogs que tu fais, Alexandre, là, t'es pas payé pour ça. Non, mais genre, j'y crois. C'est du contenu, ça va venir, tu sais. Puis, mais en même temps, ça me permet quand même de te poser une question, parce que je pense qu'on s'était parlé, je pense qu'il y a un moment donné que tu t'es mis dans une remise en question, puis que justement, parce qu'on est dans l'événementiel, pour une fois que tu te retrouves sur ton X, mais ton X part dans le vent, dans la situation dans que telle, et t'as dû, je pense que comme tout le monde, ça a été difficile, mais toi, comment tu l'as perçu et comment tu as pu justement t'en sortir et te redonner un coup de pied dans le derrière à dire, you know what, j'avance? Ben, de ce que je comprends, en tout cas, de ma perception à moi, tu sais, t'es dans l'événementiel aussi avec Guy, le confinement, cette crise-là, cette pandémie-là, a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mises à pied, de coupures de budget. Tu sais, on parle des Evenco, les grosses agences, là, j'entends des noms de tu sais, ça va mal, puis... Mais ça, je pense, ça a mis tout le monde sur la même ligne de départ. Finalement, vu qu'il n'y avait plus d'événementiel, les plus petites agences, comme Geek, comme Rassembleur Production, avec une flexibilité, ça nous a permis peut-être d'innover ou d'avoir des 100%. Idées sans gêne, là, de dire, hey, gars, on a accès à un bassin de personnes de tellement talentueuses qui ne seraient pas disponibles autrement. Tu sais, Claude Bégin s'en allait avoir le plus gros été jamais eu avec à la Claire ensemble. Finalement, il se retrouvait disponible, puis là, j'ai écrit sur Instagram, puis là, ben, on s'écrit de temps en temps, un super bon gars, puis il est venu à Change d'air, finalement, à mon show au Cinéparc au début de l'été. Adamo, le gars qui est responsable de l'éclairage du show d'Adamo qu'on a fait, il s'appelle Eric, et ce gars-là, genre, il a fait tout le design de la scène Métro, du show Métro, du festival Métro. Puis j'ai demandé, c'est quoi ton plus gros événement que tu as fait? Il dit, je pense que c'était le party privé de Vladimir Poutine en Russie en 2014. Quoi? Fait que les grands joueurs, les grandes personnes de l'événementiel étaient disponibles en 2020 parce qu'ils ne pouvaient pas voyager. Fait que, finalement, c'était une opportunité un peu à saisir de se faire un beau réseau de contacts parmi ces personnes-là. Puis, en plus de ça, dans un autre chapeau, donc, t'as le Norbert. Oui. Tu peux en parler un petit peu? Félix Prévost, qui est un ancien coéquipier de Football Carabin, que tu connais, qui est... Encore là, toi aussi, t'es un rassembleur, parce que tu vas en faire une paire de billets pour l'Impact. À l'époque où tu travaillais pour l'Impact, je suis allé avec Félix. Et à ce match-là, j'ai rencontré Gaël Comtois, qui j'ai fait un vlog au Beach Club, genre, l'été qui suivait. Tu sais, ouais, c'est ça! Regarde, t'es dans ma vie, man! Félix avait une agence qui s'appelait Voyage Grand V. Bien populaire sur Instagram, puis il se promenait, puis il a vendu ça, il s'est acheté un chalet dans le Nord, puis il nous a invités à son chalet, puis je l'ai rappelé en disant, hey, es-tu disponible ton chalet pour tel moment? Il dit, ah non, on est pris pour l'hiver. Je disais, au fait, si tu as un autre projet d'investissement immobilier comme ça, moi, ça me parlerait quand même. Il dit, ben justement, jeudi prochain, on va visiter comme une auberge à vendre. Une auberge à vendre. Oui, c'est à Sainte-Adèle. C'est comme une vieille maison, on sait pas trop, on va la visiter. Veux-tu venir? Oui. Finalement, il était avec Eric, un de ses amis d'enfance, puis à 3, on a visité cette auberge-là.
Puis, c'était zéro dans mes plans là, de faire un investissement comme ça. Les gars, moi, on a eu un arrangement financier, ils me voulaient dans le projet. Puis, on a fait la première année à louer à des Airbnb. On a fait le premier été à faire des événements extérieurs, en plein air, qu'on appelait les sessions tison, toute la forêt illuminée. Les gens pouvaient venir en camping. C'était des shows acoustiques. C'était magnifique. Puis, on a fait ça juste pour se faire connaître un peu. Puis, ça nous a amené même dans le monde plus municipal. C'est-à-dire, là, il fallait faire une demande de permis dernièrement pour avoir accès, pour avoir le droit de donner des shows parce qu'on était zoné résidentiel et non commercial. Puis on est allé se faire ramasser dans une consultation publique avec les citoyens. Fait que le Norbert, des fois, il y en a qui disent hey, c'est quoi le rapport avec tous tes projets? Puis moi, je trouve ça cohérent. C'est comme me diversifier un peu, finalement, d'avoir un lieu physique où tu peux rassembler les gens, où les gens viennent à toi, 100%. Où tu es un host. 100%. Fait que ça aussi, c'est vraiment une belle aventure. Fait que c'est à Saint-Adèle. D'ailleurs, il est disponible en location mensuelle dans le COVID. S'il y en a qui veulent un lieu pour faire du coworking. Justement, on va le mettre dans les commentaires. Alex Laganière, plusieurs chapeaux. Entrepreneur, animateur, producteur. Tu fais des vlogs, tu fais des poèmes. Analyste sportif. Ouais. Où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? C'est vraiment une bonne question. Puis de se projeter dans 10 ans, je l'ai comme pas encore fait. Peut-être que je devrais pas, mais même si des fois c'est une réflexion parentale qu'on va avoir de ton enfant. Hey, tu t'en vas vers où? Tu veux rassurer ton enfant? Ouais. J'ai pas de destination. OK. Mais j'ai une direction. OK. Je fais des pas dans cette direction-là. Puis comment je le vois, c'est que j'ai comme 2 marques. Fait que il y a un côté de moi que j'aime être en l'envers du décor puis de créer des environnements parfaits pour les invités. Puis j'ai une partie de moi que j'aime animer, être sur la scène ou devant la caméra pour offrir des performances. Je veux que ceux qui ont des événements veulent m'inviter comme animateur. Puis je veux pouvoir aussi m'embaucher d'autres animateurs dans les événements que je fais. Fait que j'ai comme 2 marques. J'ai Rassembleur Production et j'ai Alexandre Laganière, le Rassembleur. En attendant qu'il y ait un agent, ce maudit gars-là. Puis il faut que je sois l'agent de ma propre persona animateur. Fait que comment je me vois, c'est d'évoluer avec moi-même cette capacité-là de rassembler les gens, d'offrir des performances, de donner des conférences, d'animer. Puis finalement aussi de réaliser des projets pour les autres avec mon esprit créatif, puis de pouvoir me bâtir une équipe. Puis finalement, Alexandre est comme un des outils sous Rassembleur Production. Je comprends. C'est un peu ça la vision que j'ai vers quoi vers la direction dans laquelle je m'en vais. Puis moi, mettons, depuis 1 an, j'étais pas bien dans mon ancienne situation professionnelle, puis je me suis entouré. Je me suis entouré d'un business coach, André Noiseux, consultant, qui m'offre un training, une formation, un encadrement, du coaching, du mentorat sur le monde des affaires. Ça a été probablement une des meilleures décisions de ma vie de payer pour du coaching. Finalement, on a une relation précieuse aujourd'hui. Le COVID est arrivé, il me charge pas, puis il me donne des conseils. J'étais allé déjeuner avec dernièrement, avec la distanciation, bien sûr. Donc, c'est ça. Fait que comment je me vois dans 10 ans, c'est qu'il va y avoir une compagnie de prod qui va organiser des trucs malades mentales, dont un festival, dont des spectacles, des expériences. Puis il y a moi qui va continuer de performer dans différents contextes. Dans mes prochains objectifs, un de mes rêves, c'est de faire un festival de musique à Saint-Adèle, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à exploiter là-bas. Puis, d'aller plus vers la radio ou la télévision, parce que je sais que j'ai cette énergie-là. Puis à un moment donné, je me dis, il y a plusieurs personnes très crédibles dans l'industrie du spectacle et du showbiz qui m'ont complimenté un peu sur ma manière de m'exprimer et d'être enthousiaste. Puis c'est bon, Alexandre, ça va te prendre combien de personnes avant que tu fasses le move, puis que tu te mouilles, puis que tu t'assumes dans ce rôle-là devant la caméra. Fait que c'est un travail, je pense, de gagner la confiance en soi puis de s'assumer à travers ça. Et d'être heureux. Et d'être heureux. Je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, ça, le moment présent. Ouais. Cet été, il y a un groupe qui a réservé le Norbert sur le terrain extérieur pour faire des ateliers de spirituel. Puis moi, je suis allé là un peu... j'allais pas là comme propriétaire de l'établissement, j'allais là comme invité. Puis j'ai participé. Puis ça a été quelque chose de vraiment... une progression immense dans ma vie que j'ai fait depuis ce week-end-là. D'être plus en situation de reconnaissance, d'être plus groundé. Des trucs j'ai développé des trucs aussi, juste d'être plus dans le moment présent, ça veut dire d'apprécier qu'est-ce qui est autour de nous. Il y a un livre aussi, là, The Power of Now, le pouvoir du moment présent.
que j'ai acheté l'audiobook et que j'écoute à temps perdu. Puis, comme l'humain passe tellement de temps dans ses pensées, on est tellement victime de nos pensées, on s'auto-flagelle avec quelque chose qu'on n'a pas mal fait dans le passé, puis on vit là-dedans, alors que si on se concentre sur nous-mêmes, comment on se sent, notre respiration, on est 100% dans le moment présent, puis on se rend compte qu'il n'y en a pas tant de problèmes que ça. Les problèmes qu'on se fait dans notre tête sont reliés à des conceptions mentales qu'on se fait par rapport au passé, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire alors qu'on ne sait même pas si c'était bien ou mal. Des fois, on anticipe le futur pire ou meilleur qu'ils veulent être. Ouais. Fait que je vais passer du temps aujourd'hui à me stresser pour quelque chose plus tard. Non, je vais le vivre maintenant, puis je vais décortiquer les étapes qu'il me faut, puis je ne le maîtrise pas encore, ça. Là. C'est un travail de tous les jours. Mais en m'en venant tantôt, même, j'écoutais un extrait de ce livre-là, puis de travailler sur le bonheur, finalement, il appartient à chacun de nous. Mm-hmm. Puis tout le temps qu'on passe on est dans une situation X, puis le temps qu'on passe à souhaiter qu'on se trouve qu'on focus sur l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être, c'est un moment qu'on passe souvent malheureux. Là. 100%. Donc, ouais, le bonheur est important. Alex, merci énormément. C'est tout? Merci. Mais il y aura prise 2 dans la saison 2. Ah, c'est ça. Ben, moi, je vais te remercier, puis je vais reconnaître ta grandeur, Alex. Je trouve que tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, tu es quelqu'un d'enthousiaste, puis tu as été quand même un acteur dans ma vie par les personnes que tu m'as fait rencontrer, par les initiatives que tu prenais, puis je suis certain que je suis pas le seul qui a vécu des grandes choses grâce à toi. Fait que je te remercie beaucoup. Wow. Merci à toi. Merci de cette ouverture. Mais honnêtement, je pense qu'on a des personnalités qui sont similaires. Donc moi, je vais te remercier parce que dans cette pandémie-là, quand j'avais des moments qui étaient un petit peu plus durs, où je me dis qu'est-ce qu'on va faire, je voyais Alex Agagnard faire ça et ça me poussait encore plus. Donc, à mon tour de t'envoyer mes remerciements. Merci beaucoup. Merci, et puis, on se voit, comment dirais-je, la semaine prochaine. L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille.